Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À la mémoire de Bernard Aimé. Professeur de sociologie. À l'Université de Lille, Sciences et Technologies, 2007 à 2015. Figure d'universitaire savant et libre. Remerciements. Remerciements à la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais, DRAC, Ministère de la Culture et de la Communication. Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Le Conseil général du Nord. La ville de Villeneuve-d'Ascq qui subventionne les activités organisées par l'Espace Culture. L'agent comptable de l'Université de Lille, Sciences et Technologies. L'équipe de l'Espace Culture de l'Université de Lille, Sciences et Technologies. Jean-Philippe Cassard, vice-président de l'Université de Lille, Sciences et Technologies, Culture et Patrimoine Scientifique. Jacques Lécuyer, directeur. Communication édition. Delphine Poirette, responsable de la communication. Édith Delbarge, chargée des éditions et assistante de communication. Julien Lapasset, graphiste webmestre. Audrey Bosquette, assistante aux éditions. Administration. Dominique H., responsable administratif. Fatea Chergui, secrétaire de direction. Angebi Aluwanga, assistant administratif. Karine Jaziak, chargée d'accueil. Initiative culturelle. Mourad Seba, chargé des initiatives culturelles. Martine Delattre, assistante aux initiatives culturelles. Patrimoine scientifique. Sophie Braun, chargée du patrimoine scientifique. Régie technique. Jacques Signabou, régisseur technique. Café culturel. Joël Mavet. L'ensemble des textes a été rassemblé par Édith Delbarge, chargée des éditions, et Audrey Bosquette, son assistante. Collection, les rendez-vous d'Archimède. Collection, les rendez-vous d'Archimède. Question de développement. Nouvelles approches et enjeux. Sous la direction d'André Guichawa, 1996. Le géographe et les frontières. Sous la direction de Jean-Pierre Renard, 1997. Environnement, représentation. Et concept de la nature. Sous la direction de Jean-Marc Besse. Et Isabelle Roussel, 1998. La Méditerranée des femmes. Sous la direction de Nabil El Agar, 1998. Altérité, entre visible et invisible. Sous la direction de Jean-François Ray, 1998. Spiritualité du temps présent, fragment d'une analyse, jalon pour une recherche. Sous la direction de Jean-François Ray, 1999. Emploi et travail, regard croisé. Sous la direction de Jean Gadret, 2000. L'école entre utopie et réalité. Sous la direction de Rudolf Bicouche. Et Jacques Dufresne, 2000. Le temps et ses représentations. Sous la direction de Bernard Piètre, 2001. Politique et responsabilité. Enjeux partagés. Sous la direction de Nabil El Agar. Et Jean-François Ray, 2003. Les dons de l'image. Sous la direction d'Alain Cambier, 2003. L'infini dans les sciences, l'art et la philosophie. Sous la direction de Mohamed Bouazaoui, Jean-Paul Delahaye et Georges Vlodartchark, 2003. La ville en débat. Sous la direction de Nabil El Agar. Didier Paris et Issam Charour, 2003. Art et savoir. De la connaissance à la connivence. Sous la direction d'Isabelle Custos, 2004. Le vivant. Enjeux, éthique et développement. Sous la direction de Nabil El Agar. Et Maurice Porchet, 2005. Le hasard, une idée, un concept, un outil. Sous la direction de Jean-Paul Delahaye, 2005. Que cachent nos émotions? Sous la direction de Jean-Marie Brevard, 2007. À propos de la culture. Tome 1 et 2. Sous la direction de Nabil El Agar, 2008. La laïcité, ce précieux concept.
Sous la direction de Nabil El Agar, 2009. Visage de la justice. Sous la direction de Jean-François Ray, 2010. Le monde vu à la frontière. Sous la direction de Patrick Piquet, 2011. À propos de la science, autour de la matière. Sous la direction de Nabil El Agar et Rudolf Bicouche, 2011. À propos de la science, science et société. Sous la direction de Nabil El Agar et Rudolf Bicouche, 2011. Autour de l'enfant, questions aux professionnels. Sous la direction de Jean-François Ray, 2012. La guerre, une vérité humaine. Sous la direction de Nabil El Agar, 2013. Quel devenir pour le travail social? Nouvelle question, nouvelle légitimité. Sous la direction de Youssef Boudjemaï, 2013. Pendant la crise, les crises continuent. Sous la direction de Nabil El Agar, 2015. Apparaître prochainement. Raison, folie, déraison. Avant-propos. Par Nabil El Agar. Ancien vice-président de l'Université de Lille, Sciences et Technologies, chargé de la culture, de la communication et du patrimoine scientifique, fondateur de l'espace culture et des rendez-vous d'Archimède. Cet ouvrage est le 29e de la collection Les rendez-vous d'Archimède, qui est le cœur du projet culturel qu'il y a plus de 20 ans j'ai conçu, puis développé, pour et avec l'engagement de l'Université Lille 1. La pensée a besoin d'espaces de liberté où échange et réflexion puissent s'épanouir, hors du cadre étroit des spécialités disciplinaires et de la seule expertise, et les cycles annuels de conférences, 2 par an, chacun suivi d'une journée d'études, ainsi nommés pour avoir commencé à se tenir dans l'amphithéâtre Archimède de la cité scientifique de Villeneuve d'Ascq, constituent un tel espace de pensée, de rigueur et de liberté, espace ensuite matérialisé dans un lieu, l'espace culture, au cœur même de la cité scientifique. La collection s'est intéressée à une diversité d'objets, toujours saisis par une pluralité de regards venus de plusieurs disciplines, et visitant de grandes questions économiques, géographiques, sociologiques, scientifiques, éthiques, philosophiques et politiques du monde contemporain. Au fil des ouvrages parus, de temps à autre, c'est une institution qui faisait l'objet d'un examen, l'école publication en 2000, la justice en 2010, le travail social en 2013, et il était légitime et même urgent que l'université elle-même finisse par être questionnée sur son histoire, son présent et son possible devenir. Il n'est pas hasardeux que ce moment soit advenu au lendemain du grand mouvement universitaire de 2009, le premier en France, qui fut à l'initiative des enseignants universitaires. Que soient remerciés les auteurs qui ont bien voulu s'associer à cette démarche, et les membres du comité scientifique d'Archimède qui ont conçu puis animé ce cycle qui, sous le nom simple « Université », s'est tenu dans l'année académique 2010 à 2011. Introduction. Par Jacques Lemierre. Agrégé de sciences sociales, maître de conférences, Institut de sociologie et anthropologie, Faculté de sciences économiques et sociales, Clercé, Université de Lille, Sciences et Technologies. Le présent ouvrage doit être situé dans le temps et dans son lieu d'origine. Il est issu de contributions, conférences, journées d'études, articles donnés aux Nouvelles d'Archimède, à un cycle de conférences que les rendez-vous d'Archimède ont décidé, parmi les 2 cycles organisés annuellement dans le cadre du projet culturel de l'Université de Lille, Sciences et Technologies, de consacrer, d'octobre 2010 à juin 2011, à une réflexion tant sur le concept ou le principe d'université et sur elle histoire de sa mise en œuvre, que sur la situation présente de l'université, saisie avant tout dans sa situation française. Nul hasard dans ce calendrier. Les universités françaises sortaient d'une longue séquence de protestations contre la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU ou loi Pécresse du 10 août 2007. 2 séquences, en fait. Une protestation d'étudiants en 2007 et en 2008, très peu suivie par les enseignants-chercheurs, puis en 2009, une protestation, finalement rejointe après un temps d'hésitation par les étudiants mobilisant largement les enseignants-chercheurs qui à partir du refus d'un décret d'application de cette loi modifiant leur statut, tel que fixé en 1984, contester les réformes touchant l'enseignement universitaire tout autant que la recherche, affectée elle,
par la loi Programme sur la recherche de 2006, qui créait l'ARS, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, après la création en février 2005 de l'ANR, Agence nationale de la recherche. Il s'agissait, dans le cadre des rendez-vous d'Archimède, de prendre le temps d'un retour réflexif qui avait pu manquer dans l'activisme du mouvement de protestation, et en même temps de contribuer à l'exercice de son bilan, même si les mobilisations ne manquent jamais de débats et de production de textes, et ce fut le cas de celle-ci, on sait qu'il peut arriver, faute de certaines conditions, que les exigences ou certaines conceptions de l'action contestatrice diffèrent l'exercice rigoureux de la pensée. Près de 4 ans plus tard, le lecteur d'aujourd'hui, découvrant les textes de cet ouvrage, a quelques questions en tête qui dessinent une conjoncture. Il sait que la loi dite d'autonomie des universités, en France, qui a transféré de l'État aux universités les charges salariales de leurs fonctionnaires, s'applique dans un contexte budgétaire restrictif qui place les universités en quasi-faillite. Il sait que, au contraire de l'annonce d'un mot, l'autonomie n'a aucune réalité dans la définition par les universités des cursus d'enseignement qu'elles souhaitent mettre en œuvre et qu'un cadrage national des diplômes est verticalement pratiqué, par voie réglementaire, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et appliqué dans une mesure nouvelle au niveau des masters, recherche et professionnels, et que les universités sont ainsi bridées dans la création de masters correspondant aux compétences singulières de leurs enseignants-chercheurs. Il sait que la loi du 22 juillet 2013, dite loi Fioraso, n'a aucunement remis en cause les grandes orientations de la loi LRU de 2007 et de la loi Programme sur la recherche de 2006, et que, sauf retouche, la plus grande continuité règne dans l'application des principes désignés par ces législations. Il sait que la seule discontinuité qui n'ait précisément pas été explorée après les contestations de 2009, que la seule voie qu'aucune réforme gouvernementale n'ait voulu emprunter est celle d'une réforme de la totalité de l'enseignement supérieur qui ne serait pas une réforme de la seule université, ce qu'ont été en France toutes les réformes universitaires à ce jour, depuis le choc de 1968 subi par la vieille université. Alors que le système d'enseignement supérieur français est marqué, spécificité française, par l'historique séparation de l'université d'avec les grandes écoles, pas si grande que cela, à voir le développement des petites et moyennes écoles de l'enseignement supérieur privé, et la recherche universitaire par la séparation d'avec les grands établissements de recherche, comme il reste marqué par de curieuses frontières entre l'enseignement supérieur confié à l'enseignement secondaire, les classes préparatoires aux grandes écoles, les classes de techniciens supérieurs au recrutement sélectif, et l'enseignement supérieur universitaire, au recrutement indexé sur le seul critère de possession du baccalauréat général, technologique ou professionnel. Le point est décisif. L'université publique n'est jamais en France le lieu de formation des élites dirigeantes, et ceux qui gouvernent qui n'y ont pas étudié, n'y portent pas plus d'attention et de respect que nécessaire. Elle est par contre le lieu d'accueil d'une partie de la jeunesse dont de longue date l'État comprime, alors qu'il faudrait faire l'inverse, les coûts sociaux de formation. Ce sont des jeunes qui ne sont pas acceptés dans les filières très ou moyennement sélectives, et qui vont affronter le risque de l'élimination différée dans une université officiellement non sélective, mais de fait assez sélective. Dans la situation de chômage structurel, qui est désormais un trait constitutif de nos économies, que ne suffit à compenser l'accentuation par les universités de l'adaptation professionnelle, nommée professionnalisation, ces jeunes, obligés de composer avec la faiblesse de leurs ressources matérielles personnelles, dans un prolongement de leurs études secondaires subjectivement vécues, le plus souvent comme une sorte d'évidence, viennent chercher à l'université une formation supérieure sans être, dans de nombreux cas, adéquatement armés par leur cursus antérieur. Si les y accueillir semble être une bonne cause et si les enseignants universitaires d'aujourd'hui parviennent dans la relation pédagogique à cette jeunesse, à certains résultats, cela n'autorise pour autant pas à déduire d'une telle situation, comme certains tentent de le faire pour sauver leur propre représentation d'eux-mêmes et celle de leur métier, que l'université n'est pas en crise. Le lecteur d'aujourd'hui sait aussi que, sous couvert d'objectifs de visibilité internationale et d'efficacité fonctionnelle, les universités françaises ont été incitées, dans le cadre de programmes spéciaux de financement, Plan Campus puis Programme IDEX, Initiative d'excellence, financé par le Grand Emprunt, à pratiquer des associations et des fusions,
cadré par la loi de 2013 sous le nom de communauté d'. Université et établissement, succédant au EPCS, établissement public de coopération scientifique, de la loi 2006 sur la recherche et aux presses, pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Et il sait que ces regroupements obligent les universités issues des découpages prescrits par la loi Faure du 12 novembre 1968 à reconstruire localement, dans des contextes territoriaux complexes, et compliqués par l'irruption dans les années 80 et 90 des universités de dernière génération, une culture autrefois commune mais affectée par des séparations datant de plus de 45 années. Il sait que là où ils n'ont pas été ouvertement contestés, il y a eu des protestations ouvertes contre certains processus de commu. Ces regroupements sont au moins vécus avec méfiance et scepticisme par nombre d'universitaires qui mesurent, à observer la mise en place des nouvelles gouvernances issues de ces fusions, leur éloignement accru du lieu de la décision. Dans un contexte où la contradiction entre les principes de compétitivité dans la recherche et d'accès de tous au savoir devient un exercice de très haut équilibre, le lecteur d'aujourd'hui se doute enfin que le silence actuel de celles et de ceux qui, pendant tout le premier semestre de l'année 2011, ont contesté ce que devenaient les conditions de l'exercice de leur métier d'. Enseignants et de chercheurs, dit une forte adaptation aux contraintes dessinées par les actuelles politiques et aux injonctions gestionnaires régissant la vie des universités, et aussi une certaine dose de servitude volontaire. Cet avertissement au lecteur étant fait, il reste à dire la structure et le contenu de cet ouvrage. Une première partie, généalogie, accueille 3 contributions. Le texte de Jacques Verger, au-delà d'une identification de l'image idéale de l'universitas médiévale, autonomie, excellence, universalisme, reconnaissance sociale et politique, insiste contre tout anachronisme sur ce que fut son historicité, de sorte à relativiser la possible tentation des universités modernes à regarder leurs ancêtres comme un modèle à imiter. Le texte de Christophe Charles retrace l'histoire en France de l'université républicaine et de l'entrelacement entre enseignement et recherche, de la Troisième République, qui, le regard porté sur la force du système académique du voisin et rival allemand, rénove les universités françaises à la Cinquième République, et donne à voir, selon le critère de leur sélectivité, un système à 3 enseignements supérieurs, où se lie la tension entre démocratisation et élitisation. Le texte de François Watin, membre fondateur du collectif pour une refondation de l'université française, met en garde contre la confusion entre démocratisation et massification, et interroge les problèmes posés par l'extension actuelle à l'enseignement supérieur de la logique de démocratisation par la massification qui a marqué l'histoire de la scolarisation depuis 2 siècles. Une seconde partie, qui accueille également 3 contributions, se nomme Pédagogie. Une chronique parue le temps de ce cycle de conférences dans les Nouvelles d'Archimède, sous la signature de Jacques Lemierre, revient sur l'évolution de la relation aux études et des sociabilités étudiantes, dans le glissement d'une fonctionnalité paradoxale de l'université des savoirs à l'instrumentalité actuelle de la formation professionnelle. Le texte de Rudolf Bicouche s'interroge sur la portée de la disparition de l'enseignement derrière la formation quand s'opère, dans la loi Savary sur les universités, 1984, le passage, non anodin, des UER, Unité d'enseignement et de recherche, aux UFR, Unité de formation et de recherche. Le texte de Denis Kambuchner s'alarme de la fragilisation des disciplines dites humanistes et plaide pour une intensification de la cohérence des formations, à l'heure où les passions intellectuelles ambiantes ne remplacent plus, ce qui fut le cas à l'époque du grand essor des sciences humaines, l'incitation institutionnelle. La 3e partie, au même rythme ternaire que les précédentes, questionne le devenir. Le texte de Plinio W. Prado pose la question: quelle figure de l'universitaire dorénavant? Dès lors qu'est congédiée la figure voltairienne et sartrienne, de l'intellectuel issu des Lumières, et que la figure de l'expert mérite la déconsidération. Il rappelle avec Lacan, Foucault et Barthes l'importance de figures des anti-universitaires qui permettent le déploiement d'un envers de l'université n'allant aucunement à l'encontre du principe d'université, car en étant bien au contraire l'accomplissement, et plaide pour une autre forme de savoir, en porte-à-faux avec le savoir de la connaissance moderne universitaire hégémonique. Dans sa contribution, Pierre Louard s'efforce de penser la compatibilité entre l'institution,
un système collectif guidé par des valeurs et des conceptions qui en fondent l'existence, les buts et le fonctionnement, et l'organisation, une structuration propice à réaliser opérationnellement ce pourquoi ce système a été conçu, à l'heure où, selon les mots de Michel Freytag, les valeurs normatives humanistes, quête du savoir, liberté des idées, égalité, équité, se dissolvent au profit de valeurs normalisantes qui invoquent la seule efficacité. Pour finir, Alain Caillé, responsable de la publication dès la fin du mouvement de 2009 d'un numéro spécial de la revue du MOS sur la crise de l'université, confère note 1, questionne l'avenir de l'université française à partir d'un diagnostic de cette crise inscrite dans le contexte d'une révolution hyper-utilitariste et hyper-normalisante qui concerne les universités du monde entier, et cherche une voie de sortie de la crise dans une interaction dialogique entre les disciplines ainsi que dans l'appel aux universitaires à recommencer à se penser comme tels et non pas uniquement comme des techniciens spécialisés de leur savoir, condition pour qu'ils puissent former une communauté universitaire. Un tel appel ne pouvait mieux faire écho aux principes généraux ayant présidé à sa fondation, au projet intellectuel des rendez-vous d'Archimède, principe remis très spécialement à l'œuvre pour ce cycle de conférences université. Chapitre 1 Généalogie. En quête d'origine, l'Universitas médiévale. Par Jacques Verger. Professeur émérite d'histoire culturelle du Moyen-Âge occidental à l'Université Paris-Sorbonne. La réflexion actuelle sur l'université se nourrit volontiers de références historiques. S'agissant d'une institution aussi fortement ancrée dans l'histoire, quoique cet ancrage, du fait de la rupture de la Révolution française, soit parfois moins évident en France que chez certains de nos voisins européens, cette démarche est parfaitement légitime, même s'il est par ailleurs évident que les seules leçons du passé ne sauraient suffire à dessiner le profil de l'université de demain. Au premier rang des références historiques ainsi volontiers invoquées, figure naturellement l'Universitas médiévale, ancêtre mythique, figure originelle et d'autant plus familière que s'incarnant en particulier dans l'alma mater parisienne, elle semble appartenir à notre patrimoine national, ce qui n'est plus le cas de modèles plus récents qu'il faut aller chercher en Allemagne pour le XIXe siècle, aux États-Unis pour le XXe siècle. L'historien médiéviste a donc l'habitude d'être invité à apporter sa contribution au débat en présentant les caractéristiques essentielles et, veut-on croire, toujours actuelle de l'université médiévale qui, porteuse d'une sorte des esprits de l'institution, qui aurait présidé à sa naissance et à son premier essor, pourrait en garantir à la fois la légitimité historique et la pérennité intellectuelle. Disons-le tout de suite, ce retour aux origines médiévales de l'institution universitaire n'est pas sans intérêt, et évoque bien des échos familiers, mais il ne faut pas en attendre des solutions toutes faites aux problèmes contemporains, tout au plus quelques mises en garde et quelques clés de lecture. La première et fondamentale justification de la démarche historique vient évidemment de ce que l'université, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, est incontestablement une création de la civilisation occidentale du Moyen-Âge, apparue vers 1200. Ce n'est que par commodité ou abus de langage que l'on parle parfois d'université pour des périodes antérieures, antiquité hellénistique ou romaine, ou des ères extérieures, Byzance, Islam, Chine, qui si elles ont naturellement connu des formes d'enseignement supérieur, ont ignoré l'institution universitaire comme telle. Celle-ci est donc bien d'origine médiévale et européenne, et le mot aussi. À dire vrai, universitas peut désigner en latin toute forme de communauté et pouvait aussi bien s'appliquer à une ville, un métier, etc. Au Moyen-Âge, on précisait donc universitas magistrorum et scholarium, l'université des maîtres et des étudiants, ou universitas studi, la communauté de ceux qui se consacrent aux études. Je reviendrai plus bas sur les conditions dans lesquelles l'université est apparue au début du XIIIe siècle, mais de toute façon, l'importance de ses origines médiévales est d'autant plus grande qu'il y a ensuite continuité certaine depuis cette période première jusqu'à nos jours. Cette continuité s'est évidemment accompagnée d'une extraordinaire démultiplication de l'institution, puisque des 4 ou 5 universités originelles, Paris, Bologne, Oxford, Montpellier, Padoue, on est passé à une soixantaine d'universités à la fin du Moyen-Âge et à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers sans doute aujourd'hui, réparties sur l'ensemble de la planète. Elle n'exclut pas d'autre part à l'échelle locale ou nationale,
Des ruptures parfois durables. La France en offre le meilleur exemple, puisque plus d'un siècle s'est écoulé entre l'abolition par la Convention des universités d'Ancien Régime 1793 et leur rétablissement par la loi Liard de 1896, et même près de 2 siècles, pourrait-on dire, si l'on veut aller jusqu'à la loi Faure de 1968. Cette longue césure, qui a laissé tout loisir de se développer aux grandes écoles d'une part, aux orientations monodisciplinaires des facultés de l'autre, est sans doute, soit dit en passant, une des causes de la situation et des problèmes spécifiques des universités françaises actuelles. Mais globalement, cette notion de continuité est d'autant plus forte que, pratiquement dès leur début, la plupart des universités ont fondé leur identité sur un récit d'origine et la construction d'une mémoire collective étayée sur la construction et la conservation d'archives où étaient rassemblés actes fondateurs, statuts et délibérations. Dès le Moyen Âge, l'Université de Paris a développé complaisamment le thème de la translatio studii qui, en vertu d'un transfert attribué à Charlemagne, rattachait mythiquement les écoles parisiennes à celles de la Rome et de l'Athènes antique, tout en conservant par ailleurs dans ses coffres les bulles pontificales et les diplômes royaux qui contredisaient manifestement cette reconstitution imaginaire. Au XVIIe siècle, apparaissent les premières histoires scientifiques de l'université comme l'Historia Universitatis Parisiensis de C.E. du Boulay, en 6 volumes in folio, Paris 1665 à 73, riche collection de documents originaux accompagnés d'un récit historique dont n'était cependant pas exclu en ces temps d'absolutisme Louis XIVien, une visée idéologique claire qui était de donner légitimité historique aux liens de subordination désormais étroits rattachant l'université au roi. Sautons à la fin du XIXe siècle. La préparation de la loi Liard du 10 juillet 1896, du nom du directeur de l'enseignement supérieur de l'époque, loi qui ambitionnait de redonner vie à de véritables universités françaises, regroupant en unités cohérentes, sur le modèle allemand, des facultés disparates et dispersées, s'est accompagnée d'une efflorescence de publications scientifiques consacrées à l'histoire des universités anciennes et spécialement médiévales, auquel la Troisième République se proposait précisément de redonner vie. Le Chartularium Universitatis Parisiensis, en 4 tomes, publié à Paris de 1889 à 1897 par Heinrich Denifle, archiviste du Vatican, et Émile Châtelain, bibliothécaire de la Sorbonne, sera la plus belle réussite de ce grand effort d'érudition, privilégiant d'ailleurs, de manière significative, le Moyen-Âge par rapport au XVIe-XVIIIe siècle, jugé sans doute comme des temps irrémédiable décadence, car trop asservi au pouvoir royal pour les républicains de ce temps. Enfin, on peut penser que l'essor de l'histoire universitaire depuis les années 60 du XXe siècle n'est pas sans rapport avec le renouveau des débats et des inquiétudes quant à la place de l'enseignement supérieur dans la société contemporaine. Ces strates historiographiques successives ont construit une sorte d'image idéale, quelque peu figée, de l'universitas médiévale qui alimente volontiers, à tort ou à raison, certains discours actuels. Cette image s'organise, me semble-t-il, autour de 4 points forts. 1. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.